Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e Flash Live CAPEP 30 Covid-19. Nous sommes le mardi 14 avril 2020 et j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques malgré l'annonce hier soir du prolongement du confinement jusqu'au 11 mai. Alors, ce soir c'est un petit peu particulier parce que nous allons animer un tuto en live sur le document unique. Donc vous pourrez, via le chat, poser vos questions si vous en avez. Nous y répondrons en direct si c'est pas trop compliqué. Sinon, nous prendrons le temps par la suite d'y répondre, même si vous ne suivez pas ce flash en direct. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, notre cher président Erika Forti, président de la CAPEP Bulgare et de l'UDP, a un message important à nous communiquer. Bonjour à tous et à toutes, merci Bernard de m'accueillir lors de ce 15e live. Je me permets d'intervenir aujourd'hui pour vous annoncer une très mauvaise nouvelle. En effet, hier, lundi 13 avril, le jour de Pâques, est décédé un grand serviteur et défenseur de l'artisanat, Bernard Salter. Bernard était le président de la Chambre régionale des métiers du Grand Est. Il était aussi le président de l'APCMA, Chambre des métiers permanente à Paris. Il défendait bec et ongle l'ensemble des professionnels auprès des instances nationales, voire internationales. C'était un homme de conviction, un passionné. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que nous sommes tous et toutes orphelins. Bernard, avant tout, était un professionnel, un grand professionnel de la coiffure. Il était là-haut, dans le Grand Est, installé depuis de longues années. Il était un chef d'entreprise, comme vous et moi, avec des joies et des peines, comme peuvent tous nous apporter nos entreprises. Il était marié et papa d'un garçon. Je voudrais en votre nom avoir une pensée pour sa famille, ses amis, ses collègues et tous les collaborateurs avec qui il a travaillé. Il s'est battu contre ce fichu virus, le Covid-19, une belle saloperie. Je voudrais finir mon propos en vous rappelant que ce virus n'est pas une vue d'esprit. Tout à l'heure, notre ami Olivier Second de l'organisme OPP-BTP va vous donner quelques conseils. Je vous demande de les suivre scrupuleusement. Mais je voudrais vous rappeler que si nous n'avons pas moyen de sécurité pour vous protéger, vous, vos salariés et vos proches, pas de chantier. Je ne voudrais surtout pas que notre ami Bernard soit parti pour rien. Merci Bernard pour tout ce que tu as fait et repose en paix. À bientôt. Alors comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, sans plus tarder, nous allons retrouver Olivier Segonne pour ce tuto document unique. C'est parti. Olivier Segonne, bonjour. Bonjour Bernard. Alors Olivier, depuis 2005, tu es conseiller plus exactement de l'OPP-BTP, qui est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et travaux publics. Oui, effectivement, je suis rentré en 2005 à l'OPPBTP pour faire de la prévention. Tout à fait. Et je m'occupe de mon secteur géographique, c'est le nord du Gard, Alès, Anduze, Le Vigan, ainsi que ce beau département de la Lozère. Alors tu connais bien le Sud, puisqu'en fait tu as commencé ta carrière professionnelle avec différentes entreprises dont du Grand Sud, toujours dans le BTP, je précise. Et donc est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms d'entreprises dans lesquelles tu as travaillé? Oui, je suis originaire de la région toulousaine et j'ai commencé mon activité plutôt proche des Pyrénées, avec Eurovia, avec La Boulie, avec d'autres grands noms. Et je m'occupais essentiellement de travaux en montagne, percement de galeries, barrages de correction torrentielle et centrales microélectriques. Très bien. Et donc, après ces 15 années passées un petit peu à bourlinguer dans le Grand Sud, dans toutes les entreprises BTP, tu as eu l'opportunité, la super opportunité, je dirais, de rentrer à l'OPP BTP. Alors, ça s'est passé par relation, par contact? Un peu les deux, ça a été le fruit du hasard et le relationnel. Mon chef d'entreprise de l'époque, quand j'étais en Ariège,
a eu la visite d'un conseiller de l'OPPBTP qui était basé à Toulouse et qui lui a dit qu'il recherchait un conseiller pour s'occuper du beau département du Gard. Et bon, ça m'a plu, ça m'a plu. J'ai voulu mettre à profit mon expérience terrain. Très bien. Donc là, du coup, tu as intégré donc l'OPPBTP, qui existe, je le rappelle aussi, depuis 1947, hein, qui est donc un organisme de branche qui compte pas moins de 340 salariés répartis dans toute la France. Hein. C'est quand même une grosse structure, hein, et qui fait, tu me l'as dit aussi, de la prévention, hein, essentiellement. Oui, nous sommes 340, on va dire 150 conseillers comme moi sur le terrain, avec trois grands piliers. Nous faisons de la prévention, donc le conseil, la formation et l'information. Nous sommes paritaires et il y a de plus en plus de personnel féminin au sein de notre organisme. Nous sommes au service de la profession, faut-il le rappeler. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, tu viens régulièrement à la CAPEB du Gard, puisque tu es conseiller professionnel départemental, et tu viens donc à peu près tous les 2 mois faire des ateliers sur le fameux document unique, qui est donc l'objet de ce tuto. Document unique qu'il faut avoir, qui est indispensable, qui est obligatoire, et que nous devons remettre à jour chaque année. C'est bien ça. C'est bien ça, le document unique, c'est une exigence européenne. C'est obligatoire dans toutes les entreprises où il y a à minima un salarié, que ce soit un apprenti, que ce soit un stagiaire, il faut qu'il y ait un salarié. Et chaque établissement doit avoir fait son document unique, que ce soit un boulanger, un carrossier ou une esthéticienne, c'est obligatoire pour ces entreprises. Et il faut aussi ne pas oublier de le remettre à jour tous les ans, voire plus si en cours d'année il y a de nouveaux risques qui apparaissent dans l'entreprise. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous allons en parler en fonction de l'actualité liée au Covid-19. Tout à fait, effectivement, c'est d'ailleurs l'objet de ce fameux tuto. Donc, si tu le veux bien, Olivier, nous allons voir, nous plonger directement dans le document qui te sert à faire ces formations, entre autres. Hein. Donc, nous voilà là dans l'espace de e-prévention, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Alors le site préventionbtp.fr, c'est le site emblématique de l'OPPBTP où chaque chef d'entreprise peut trouver des outils pour gérer les différentes difficultés qu'il peut avoir dans son entreprise. Donc aujourd'hui nous allons parler du document unique. Donc sur le site de préventionbtp.fr, il suffit de créer son compte et on peut créer son document unique en ligne de deux façons. Soit un DU Prums, mais ça on n'en parlera pas cette fois, mais là on va parler des ateliers que j'organise avec la CAPEC du Gard tous les 2 mois à peu près. Donc sur cette première page on crée son compte, ensuite on peut aller à la page suivante que tu vas nous présenter de suite. Voilà, j'y suis. Et là on a un onglet qui s'appelle DU et plan d'action. Et ce sont sur ces deux onglets qu'on va pouvoir faire en première partie son évaluation des risques et en deuxième partie le plan d'action qui est à mon avis le plus important. On ne peut pas rester face à des risques sans ne rien faire. Bien sûr. Si on va sur la troisième page, pour détailler le DU, ça se fait en 3 étapes. On choisit son métier, on sélectionne des situations de travail et on estime les fréquences d'exposition, c'est-à-dire à quelle fréquence on va rencontrer tel ou tel risque. Et ensuite, on fait vraiment l'évaluation des risques à partir d'un niveau de réalisation d'actions de prévention. Et on n'a pas trop à se casser la tête, puisqu'il y a un menu déroulant, il suffit juste de cocher et décocher ce qui correspond au risque de l'entreprise. Ouais, c'est un peu d'ailleurs le principe, excuse-moi, mais c'est un peu le principe du DU tel que vous le proposez, c'est-à-dire des risques et en face des solutions. Hein. C'est bien le principe du document unique. Voilà. On n'a pas trop à réfléchir, entre guillemets, le travail a été mâché par les conseillers de l'OPPBTP, puisqu'on est tous d'anciens du métier, et on sait pertinemment quels sont les risques propres à chaque activité. Et il en découle effectivement le plan d'action, ce qu'on va pouvoir amorcer à partir de la 4e diapo que tu nous présentes en ligne. On y va. Hop, ah, je suis allé un peu vite, donc C'est pas grave. c'est la 4e, c'est celle-là, je crois, hein, non? Voilà. Voilà, Hop, c'est celle-là. Celle-ci, voilà. Et en fonction de tout ça, on va pouvoir créer le plan d'action. D'accord, d'accord. Donc le principe tel que nous venons de le voir, en fait, c'est ni plus ni moins que un déroulé, si je peux dire, de risques par rapport, en fait, à des situations particulières et en face, donc, des solutions à apporter en fonction des différents scénarios. Hein. Oui, et tout ça métier par métier.
Un maçon va choisir les risques qui lui sont propres, un électricien va choisir les risques qui lui sont propres dans le tableau que nous présentons. Oui, parce que c'est assez large en fait, tous les métiers du bâtiment et des travaux publics, en fait, c'est énorme. Je sais pas si combien de métiers ça représente en fait. Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a essayé de représenter, on a représenté tous les métiers et tous les risques inhérents à ces métiers. Donc ça fait des milliers de combinaisons. Bah oui, j'imagine, hein, parce que effectivement, ce document qui est indispensable à chaque entreprise, en fait, est complètement différent pour chaque entreprise. On peut pas avoir deux fois deux DU, en fait, c'est quasiment impossible. Non, on aura une base commune puisqu'on a des risques génériques qui sont les risques routiers, les risques incendies, les risques de chute de hauteur et quelques autres risques. Ce sont les risques génériques propres à chaque activité et chaque métier aura bien ses spécificités. D'accord, très bien. Donc, eh bien, écoute, si tu le veux bien, là, je t'invite à ce que nous allions voir le document qui a été mis à jour, alors qui est sorti avant le guide, hein, c'est bien ce que tu m'as dit. Donc, un complément à rajouter à ce DU par rapport à ce fameux Covid qui nous frappe aujourd'hui. Oui, effectivement, puisque tout le monde est au courant de cette crise sanitaire où on parle du Covid-19, l'OPP dernièrement a mis en place un guide référentiel pour aider les entreprises à mieux travailler. Mais quelques semaines auparavant, nous avions mis en place deux feuillets propres à l'édition du document unique où on retrouve euh, ce qu'il faut faire par rapport à cette crise sanitaire du Covid-19. Très bien, bah, écoute, je t'invite tout de suite à aller voir ces feuillets plus en détail. Oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'obligation réglementaire date de 2001 pour le document unique. Et bien sûr qu'en 2001, nous n'avions pas envisagé qu'il y aurait une pandémie au niveau national. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, l'OPP a décidé de mettre en place ces deux feuilles additionnelles qui viendront en annexe de votre document unique, qui est bien sûr présent dans vos entreprises, je n'en doute pas. Il se compose de deux colonnes. La première colonne où on a les risques identifiés et la deuxième colonne où il y a le plan d'action et les mesures de prévention. Donc on a essayé de lister d'une façon synthétique tout ce qui pourrait gêner les chefs d'entreprise en cette période de pandémie. Par exemple, je vois dans la première colonne des risques, mon personnel a été exposé lors d'une intervention chez un client diagnostiqué positif. Et à droite, en guise de plan d'action, on vous rappelle qu'il faut appeler le numéro vert et qui donnera le protocole à suivre en cas d'exposition et les mesures de précaution, respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène et rester à distance du personnel étranger au chantier des clients. C'est un exemple. Il y a d'autres risques identifiés. Il manque des collaborateurs sur le chantier. Il manque des collaborateurs compétents possédant le CACES ou autre, il manque des matériaux, il manque des matériels de levage, etc. Et à chaque fois, on a essayé d'apporter une solution sous forme de plan d'action et de mesures de précaution. Oui, je vois qu'effectivement les scénarios sont quand même assez variés et c'est vrai qu'on pense pas toujours à tout. Je vois le dernier cas où effectivement il manque des EPI. Alors c'est vrai que c'est un gros problème aujourd'hui où on parle de pénurie de masques, masques qui sont difficiles à trouver, mais pas que, hein, aussi des gants, etc. Donc là, en plan d'action, l'OPP BTP a trouvé donc en fait des solutions, c'est ça? Oui, c'est ça, un plan d'action. On a dit de modifier le mode opératoire ou à défaut annuler l'opération et la replanifier. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et en guise de mesure de précaution, il aurait fallu anticiper la fourniture d'EPI. Voilà. Je sais que toutes les entreprises possèdent des EPI basiques, entre guillemets, mais personne n'avait pensé à approvisionner des FFP2, des gants et du gel hydroalcoolique. Mais ça, on va en reparler de suite, parce que l'OPP a aussi créé un guide de bonne pratique, voilà, suite à la demande du gouvernement. Mais je pense que tu vas nous en dire deux mots quand même, Bernard. Ben, tout à fait, donc ce guide des bonnes pratiques, je l'ai présenté lors d'un dernier flash, là, il me semble que c'était l'avant-dernier, ou qui est sorti le 17, il me semble que c'était non, peut-être non, plus après, enfin je sais plus, et il y a eu une dernière version qui, elle, est sortie ce samedi-là, hein, avec donc une dernière mise à jour qui concernait, me semble-t-il, un point de détail que tu vas peut-être nous parler, Olivier. Oui, effectivement. Ce guide a été élaboré à la demande des organisations professionnelles et syndicales pour que l'activité du BTP puisse reprendre. Ce guide a été validé par les différents ministères que sont le ministère du Travail, le ministère de la Santé et puis deux autres dont j'ai oublié le nom. La différence entre les deux versions, comme tu l'as précisé tout à l'heure, la dernière version date de samedi, cette différence concerne les masques. Auparavant, l'OPP disait qu'il fallait porter des masques FFP2
ou chirurgicaux de type 2R, voire du FFP3. Et depuis samedi, le gouvernement et l'Agence nationale de sécurité du médicament nous a dit qu'on pouvait, enfin que vous pouviez porter des masques alternatifs de catégorie 1 ou du FFP1 ou des masques chirurgicaux de catégorie 1. Ces masques-là, apparemment, on les trouve plus facilement dans les commerces, c'est vrai, ils sont efficaces, mais en tant que préventeur dans l'âme, je ne pourrais vous recommander quand même de vous orienter vers le FFP2 ou le chirurgical de type 2R, qui sont quand même meilleurs, même si les autres sont efficaces. Voilà. Tout à fait, donc on le voit, hein, vous voyez, il faut suivre vraiment l'évolution de ces réglementations qui aujourd'hui, ben, par rapport au Covid et toutes ces dernières, je dirais, événements, ben, il faut s'adapter, hein, effectivement, et pouvoir faire preuve aussi de souplesse. Alors, moi j'ai une question qui me taraude, hein, puisqu'elle me concerne directement. J'ai un fourgon avec 3 places. Voilà, 3 places devant, et si on s'en réfère à ce fameux guide, eh bien, il m'a interdit de me rendre au chantier avec mon employé, puisqu'il faut être un seul passager par an. C'est bien ce que tu me confirmes, Olivier. Non, vous pouvez être 2 passagers. Sur un 3 places, c'est 2 passagers. Un, le conducteur, et le passager à l'extrême opposé. Il faut qu'il y ait une place entre les deux pour essayer de respecter le geste barrière de 1 mètre. Et on conseille vivement de porter un masque en plus à l'intérieur de ce fourgon qui est un espace confiné. Ah d'accord, bah voilà, là c'est franchement tu m'enlèves une épine du pied parce que c'est vrai que ça me posait problème de prendre 2 véhicules pour aller sur chantier alors qu'on peut effectivement porter des masques, des gants, enfin tout ce qui est protection, puisque aujourd'hui si j'ai bien compris aussi par rapport aux nouvelles directives, on peut travailler à moins d'1 mètre de distance, c'est bien ça, si on a les À, con- équipements. à condition de porter un masque. Voilà, donc il faut porter les masques, les protections, et là on peut avoir des distances qui sont inférieures à 1 mètre, hein, c'est bien ça. Tout à fait. D'accord, Si on respecte le geste barrière de 1 mètre, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de masque. Au-delà de 1 mètre, pas de masque. Quand on est à une distance inférieure à 1 mètre, un masque. très bien. Bon, bah écoute, voilà qui apporte déjà pas mal d'éclaircissements, hein, qui je pense aideront nos collègues artisans, parce que c'est vrai que sur l'actualité, ce document, ce guide qui fait quand même 23 pages, je le rappelle, avec beaucoup d'annexes, et est assez technique, hein, il faut prendre la peine de le lire en détail, si bien sûr on a l'intention de reprendre le travail. Mais n'oubliez pas, hein, que nos responsables, que ce soit le président confédéral Patrick Lébus ou même notre président départemental Erika Forti, préconise de vraiment jouer la carte de la sécurité et de ne prendre aucun risque. C'est-à-dire si nous n'avons pas d'équipement de protection, nous ne sommes pas en mesure d'adopter et de respecter les gestes barrières, bien sûr la solution c'est de ne pas reprendre le chantier, hein. C'est bien ce que tu confirmes, Olivier. C'est ça. Nous l'avons écrit en gros dans le guide, en gros gras et en rouge. Si on ne peut pas respecter les préconisations du guide, on ne met pas en péril la santé des salariés. Très bien. Alors, donc, tu m'as dit qu'actuellement, tu restes à la disposition des collègues artisans et entreprises pour pouvoir les conseiller, toujours être là. Tu fais du télétravail aujourd'hui à partir de chez toi. Et je te remercie d'ailleurs de ce temps que tu veux bien nous consacrer. Alors, l'idée qui m'est venue par rapport à ce tuto, c'était de me dire, bah, tiens, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que là, ma foi, on a raté quelques ateliers comment dire, de mise à jour et de création de DU que tu viens faire chez nous d'habitude à la CAPEB. Et ce qui serait peut-être envisageable de faire via un logiciel de visio tel que Zoom ou autre, ce fameux atelier. Est-ce que tu penses que ça serait possible de le faire et de le proposer à nos artisans? Oui, c'est possible à condition que l'artisan puisse se connecter. C'est pas toujours évident, ça dépend où on habite et ça dépend du matériel dont on dispose. On pourrait envisager de faire ces ateliers et les limitant dans un premier temps à 4 personnes au maximum, parce que ça serait une première pour moi aussi. Mais je pense que c'est très envisageable. Eh bien, écoute, je lance l'appel aujourd'hui même. Donc n'hésitez pas à contacter la CAPEB du Gard, vous inscrire à cet atelier si
ça vous intéresse effectivement de mettre à jour ou de travailler sur votre document unique, hein, parce que là, plus que jamais, c'est vraiment nécessaire. En tout cas, merci Olivier pour ce temps que tu as bien voulu consacrer à la CAPEB du Gard et à nos artisans. Et puis, écoute, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se revoir, ce coup-ci en chair et en os, à la CAPEB, bien sûr. À ce moment plutôt en chair, parce que vu le peu d'activité, merci à toi Bernard. Merci Olivier et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève ce 15e Flash Live un petit peu spécial, vous l'aurez compris. Donc, comme je vous l'ai dit en début de ce Flash, laissez vos commentaires, vos questions. Inscrivez-vous si vous souhaitez participer au prochain atelier sur le document unique en visio, en espérant que nous aurons assez de participants pour pouvoir animer rapidement une session. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 16e Flash Live. En attendant, portez-vous bien et gardez bien à l'esprit qu'avec la CAPEB, on est plus fort ensemble. Merci, à bientôt.